direct, incroyable. Et C'est bonjour à ça la tous. technologie. Bonjour Bienvenue, Thierry. bienvenue. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu tout ce monde là et raconter nos histoires du passé qui font que voilà, aujourd'hui on en est là, quoi. Alors, Thierry, c'est un petit cachottier. En fait, je le savais, mais j'ai oublié. C'est son anniversaire. Donc, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ont déjà souhaité bon anniversaire sur Facebook. Et pour ceux qui ne savaient pas ou qui ne se mettent pas sur Facebook, ou eh ben, il y a encore le temps. C'était hier, en fait, c'est ça, non? C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton anniversaire? Tu as fait du skate? Euh, voilà, je me suis défoulé en salle de sport Ah ouais, c'est bien. et j'ai joué au spectacle historique hier soir. Et c'est vrai que c'est pour fêter, c'est sympa parce que l'ambiance est vraiment géniale et rencontrer plein de gens. Et ça nous fait vivre, c'est ça qui est génial. Il faut des passions, des occupations. Oui, oui, absolument. Il faut faire quelque chose. Il faut toujours avoir quelque chose à côté. Des passions, comme tu dis, c'est exactement Et ça. de l'activité, voilà. Ouais, ouais, Voilà, ouais. ça nous tient vivants, on va dire. Et donc, ben, c'est un petit peu ce qu'on fait ici. On a commencé, c'est quoi? C'est l'épisode numéro 6 ou 7, quelque chose comme ça, non? Bon, on Qu'on fait calcule tous les plus deux. maintenant, On parce que quand calcule plus, ouais, on le ouais, ouais. constate, on le dit, n'est-ce pas? Voilà. Alors Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, effectivement. alors aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Oui, Là, alors aujourd'hui, je fais de l'électricité. tu me passes la main parce qu'il y a quand même un sujet que tu vas annoncer là, qui a Oui. été crucial pour comment dire, la connaissance du skateboard aux Français. Alors, c'est absolument ça. Donc, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, dans les années, à la fin des années 70, il y avait une émission qui était extrêmement connue, extrêmement populaire. À l'époque, il y avait une ou deux chaînes, mais bon, l'avantage, c'est que comme il y avait que très peu de chaînes, tout le monde regardait la télévision, quoi. Et donc, cette émission s'appelait La tête et les jambes. Donc, est-ce que tu peux, Thierry, toi, raconter un petit peu ce que c'était La tête et les jambes? Pas ce que toi, tu fait, mais en général, comment ça marchait? En général, ouais, c'est une émission qui était une des plus anciennes de la chaîne. Alors à l'époque, c'était Antenne 2, pas France 2 Antenne comme 2, ouais. aujourd'hui. Et cette émission qui était au départ gérée par Pierre Bellemare, hein, que c'est quand même quelqu'un de célèbre dans la télévision française, était un jeu qui se déroulait en deux étapes, qui avait une tête, donc quelqu'un qu'on questionnait qui était dans les studios en compagnie de Philippe Gildas, que vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est aussi un journaliste célèbre qui a fait beaucoup de choses sur Canal+ par la suite. Et il y avait les jambes, qui étaient le sportif qui avait été sélectionné, choisi pour être sur un site en adéquation avec sa discipline sportive, pour rattraper les erreurs du candidat tête. Parce que ces émissions-là devaient durer au maximum 4 semaines. C'était tous les lundis soirs, hein, voilà, à 20h30. Donc tous les lundis soirs à 20h30, il y avait cette émission qui démarrait. Et il y avait au total 6 questions qui étaient posées au candidat tête. À chaque erreur de sa part, alors c'était des questions quand même qui étaient assez pointues. Et je tiens à préciser qu'il était très très rare d'arriver en 4e semaine. Voilà, en général, dès l'instant où un duo se plantait, hein, erreur au rattrapage suite à des questions fausses, l'émission changeait de sujet directement la semaine suivante. Et j'ai eu la chance, on va dire, de tenir jusqu'à la 4e semaine. Ouais. Voilà. Premièrement, de participer, parce que c'est vraiment incroyable de Ah pouvoir oui, participer. Alors, premièrement, c'est incroyable qu'ils aient choisi le skate. Ensuite, c'est incroyable que toi, tu aies participé. Et ce qui est incroyable, c'est, je crois savoir que ça a été les épisodes qui ont eu le plus d'écoute, c'est ça? c'est De ça, toute la série, c'est incroyable. c'est ça. Les standards ont littéralement explosé, si bien que, bon, on en parlera peut-être après, mais arrivé en 4e semaine, l'émission a duré 3/4 d'heure de plus que d'habitude, parce que la chaîne, enfin, ils ont demandé des passes droits pour que ça continue, parce que les standards explosés. Et voilà. Bon, on va Alors, peut-être refaire un petit peu, comment dire, un tour d'horizon de ce moment-là, de cette oui. période. Parce que durant cette période-là, le skate était vraiment, en termes de pratique, à son apogée. On est en 1978, au mois de mai. Il y a du skate partout, au cinéma, évidemment à la télévision, à la radio.
On avait quand même 5 magazines spécialisés, même les sports les plus populaires comme le football ou le tennis, n'en avaient pas autant, c'était énorme. Des magasins spécialisés qui poussaient partout, partout. Ne serait-ce qu'à Paris, il y en avait 35, donc imaginez un petit peu, voilà. Alors qu'au départ, une année auparavant, les points de vente spécialisés, il n'y en avait pas énormément. Et les tout premiers, là-dessus, je vais comment dire, honorer un des tout premiers qui s'appelait Globe, qui se trouvait place, en fait, rue Pierre-Lescot aux Halles, hein, donc pas très loin de la Fontaine des Innocents, qui a été un spot célèbre connu dans les années 80 pour les streeters. Et donc, les deux amis, hein, dont Gérard et Philippe, dont Gérard de Coster, donc là je tire mon chapeau, ils avaient créé un des tout premiers clubs après celui de Banzai, Jean-Pierre Marcon, en 1977. Ils avaient appelé ça la NASCAS, qui était un anagramme de National Skateboard Association. Voilà. Et donc, moi, ayant quitté le team Banzai, je me suis retrouvé un des tout premiers magasins spécialisés, juste au-dessus du Trocadéro, qui était Valsurf 59. Et donc, j'ai été prendre une licence à la NASCAS. Voilà. À partir de là, les choses commençaient à se mettre en place. Le skate était vraiment, mis à part les pratiquants, qui étaient donc vraiment très nombreux, de plus en plus, une ferveur incroyable, le grand public n'était pas trop au fait de tout ça, en fait. Hein. Donc, c'était, voilà. Et cette émission a vraiment touché tout le monde, dans tous les pays francophones. C'est-à-dire que ça a fait découvrir le skateboard, on va dire, à la France entière et aussi à ceux qui étaient à l'étranger et qui recevaient la chaîne. Donc, cette première compétition, comme c'était en train de se mettre en place au niveau fédéral, ça a été une des toutes premières Coupes de France officielles par la Fédération française de surf et skate, qui avait reçu l'agrément au mois de novembre précédent, donc en 1977, pour gérer le skateboard, parce qu'il fallait vraiment que ça se mette très rapidement en place, parce qu'à un moment donné, le ministère, qui était complètement sollicité, débordé par les demandes, les problématiques de la pratique en milieu urbain, il fallait absolument faire quelque chose. Donc il fallait fédérer, il fallait encadrer, on va dire, la partie sportive, qui représente comme aujourd'hui un faible pourcentage de la masse de pratiquants. Bon. Cette compétition a eu lieu au Stadium. Alors, le Stadium, c'est un lieu indoor qui a été découvert par nous, hein, Xavier, tu te souviens, avec Jean-Pierre Marcand, oui, qui a été notre premier indoor français, qui est en fait une patinoire sèche avec un revêtement macrolon. Et ils avaient été tout aussi mordus, intrigués et comment dire, intéressés par le skateboard, hein, les gérants, pour intégrer cette discipline au sein de leur concept. Donc, c'était assez grand comme concept, puisqu'il y avait aussi bien du bowling, il y avait du billard, il y avait un tas d'activités sportives à l'intérieur de la boxe. C'était assez innovant pour l'époque. Et donc, cette compétition était organisée en indoor, et à laquelle j'ai participé. C'était, on va dire, ma première compétition officielle à laquelle j'ai participé. Et donc, Gérard de Coster, avec son club NASCAS, qui avait été contacté en tant qu'organisateur principal, hein, donc, sur cette Coupe de France, club receveur, on va dire, hein, comme ça se fait encore à l'heure actuelle, avait eu le contact avec la chaîne télévisée, et ils ont trouvé ça génial, parce que, bon, hormis les coupes classiques et les lots qu'on remet aux gagnants, il y avait à la clé la possibilité de remporter, comment dire, en tant que candidat à cette émission. Donc ça faisait partie des prix. Voilà. Donc en fait, le jour de la compétition, il y avait des gens d'Antenne 2 qui étaient là pour regarder ou pas? Comment ça s'est passé? Il y avait le producteur Jacques Ruttmann qui était dans le public et qui observait, qui découvrait voilà, de ses propres yeux le skateboard en tant que discipline sportive encadrée. Alors, lors de cette compétition, c'était une toute première, je le rappelle, il y avait évidemment les disciplines qui étaient basées aussi sur les règlements qu'il fallait utiliser à l'époque parce qu'il n'y avait aucun recul. Donc, on va dire de l'athlétisme, du ski, donc il y avait du slalom, il y avait du saut en hauteur et il y avait du saut en longueur. Voilà. De toute façon, sur du plat, on ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'y avait pas le freestyle. Bon, c'était dommage parce que moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu de freestyle. C'était aussi mon cheval de bataille. Et toute la scène parisienne était là. Hein. De toute façon, voilà. Donc, ça a été un plaisir de retrouver tous les amis du Trocadéro dans cette indoor, qui par la suite a organisé cette indoor, reçu les skateurs le soir, en semaine,
Et il y avait des créneaux horaires pour le skate, parce que la journée, c'était des patineurs qui venaient, c'était comme du patin à glace, et c'était les premiers, moi, que j'ai vus de roller en ligne, en fait, sur ce revêtement. C'était des choses incroyables. Et à partir de là, eh bien, on a été 6 ou 7 sélectionnés pour l'émission, parce qu'ils voulaient avoir le change, hein. Ils ne voulaient pas qu'un candidat, ils ne voulaient pas que le meilleur au classement général. Moi, je sais que j'avais fait un ex-aequo, mais j'étais arrivé au deuxième essai en son hauteur. Et à l'époque, c'était le premier record de France avec 1,22 m en son hauteur. Donc, on voit ici la photo. Donc, j'ai eu ça. Tout ça, c'est des photos durant la compétition. Voilà, c'est ça. Et j'étais arrivé premier en son longueur, qui était aussi une de mes pratiques fétiches, parce que j'aurais franchir des grandes distances à force de créer le spectacle au Trocadéro avec des barrières allongées. Et ça me plaisait beaucoup. Et par la suite, sauter des voitures, bien sûr, en des démonstrations. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre, parce que je sais qu'il y a des gens qui se joignent pas directement à 18h, mais au fur et à mesure. Donc, on est en direct, comme tous les samedis, entre 18h et 18h40 à peu près. Et en général, on a des invités où on discute de skate durant les années 70 et durant les années 80. Et puis là, en 1978, il y a eu un événement extraordinaire qui a vraiment catapulté le skate, qui était déjà sur une bonne progression, mais qui a fait connaître le skate dans toute la France et même peut-être dans toute la francophonie, qui s'appelait La tête et les jambes. C'est une émission où Thierry a participé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de vous raconter comment ça s'est passé. Donc là, on est au tout début et en fait, Thierry est en train de nous dire comment ils ont sélectionné les personnes. Donc, l'idée, c'est qu'il y avait eu une compétition au Stadium, qui était un endroit fermé à Paris, dans le 13e arrondissement. Il y a une personne qui était le producteur de l'émission de La tête et les jambes qui était dans le public. Thierry, quand vous avez fait la compétition, vous saviez déjà qu'il y a quelqu'un qui vous regardait pour cette émission ou vous saviez pas encore? Si, on était au courant, on savait pas qui c'était pas écrit sur son visage, mais il y avait quand même pas mal de public, il y avait aussi des parents, bien évidemment, et puis les habitués qui étaient non compétiteurs, qui venaient nous encourager, puis voir ce que valait et représenter une compétition, puisque c'était la première Coupe de France qui avait été organisée en France. Hein. Voilà. Donc, alors tu disais qu'à la fin de la compétition, le producteur a demandé une liste de 5-6 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Il voulait pas seulement le premier du classement général. Hein. Moi, je sais que j'avais raté mon slalom parce que il faut dire que la journée des patineurs usaient la surface et ça crée une petite poussière fine, très très glissante en skateboard. Souvent les roues arrière chassées quand on pompait sur du plat, voilà. Et malheureusement, mon skateboard a chassé. Qu'importe. Moi, j'étais arrivé premier en son longueur et puis ex-aequo deuxième en son hauteur. Le classement s'est fait qu'il y avait quand même les deux frères Patrice et Gérard Musara, il y avait José de Matos, il y avait Rémi Dessouliers qui était mon ex-aequo en son hauteur, et Christopher Bucol de son petit aussi, qui était dedans et qui avait fait un bon score. Donc on s'est retrouvé un soir parce que le producteur il voulait pas rester donc sur une tête d'affiche, il a voulu avoir le change et nous réunir tous et nous mettre dans les conditions du direct. On va dire que c'était les premiers directs de la télévision française. Et pour ce faire, on est passé un bon moment avec lui pour décider du parcours le plus style, le plus intéressant possible pour le public lambda, des gens qui connaissaient pas vraiment le skateboard, hein, hormis les parents avec leurs enfants qui connaissaient la pratique, mais sans plus. Si bien que le parcours, démarrait par un saut en hauteur, hein, donc avec la planche officielle de saut homologuée par la fédération, une planche que Gérard avait fabriquée qui était très bien pour ça. Il fallait enchaîner par le petit slalom avec une vingtaine de portes à franchir et arriver à l'autre extrémité, à un des angles de la piste pour prendre de la vitesse pour faire son saut en longueur, c'est-à-dire partir avec une planche classique, sa planche à tout faire, la quitter dans les airs et retomber sur cette fameuse planche en fin de saut après un tapis de mousse qui était posé là, un matelas qui était posé là. Quoi. Voilà.
Et donc, on a fait cette épreuve. Une fois qu'on avait bien choisi le meilleur compromis, et j'étais bien classé, hein, mes comparses aussi, on n'était pas trop mal. Et là, D'ailleurs, on va revenir au classement et aux résultats. Là, on voit la photo des oui, c'est résultats ça. de la compétition. Alors, on va peut-être commenter très rapidement pour dire qui était sur cette photo, parce que c'est des gens qu'on connaît déjà. Par exemple, le premier tout en blanc, là, avec le casque blanc, ça, c'est Gérard Almuzara. Alors, le premier, voilà, c'est Gérard Almuzaro avec la Ah, c'est pas fameuse le planche. premier, c'est celui qui a la photo. Oui, voilà. Avec sa fameuse planche de saut en hauteur, hein, on voit. Ma tête Ah, qui est toi, t'es derrière. derrière. Ouais, toi, Moi, je t'es suis juste juste derrière. derrière. Et à ma droite, Christopher Buchholz. Euh, à Avec droite, la c'est. coupe, c'est celui qui est la coupe, c'est ça, dans la main. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Donc après, nous avons Rémi Dessoulier. Il y a là 3 non-participants. Nous avons Rémi Walter qui a été quand même récompensé pour le plus jeune skater, compétiteur de l'époque. Hein, ça, c'était génial. Celui qui est derrière avec un chapeau de forme, c'était notre illusionniste, Philippe Renaudin. C'était un coursier de métier qui venait souvent entre Trocadéro avec son nez de clown à faire des tours de passe-passe et faire du skateboard un petit peu dans la lignée d'Alain Moyencourt. À côté, nous avons Titus Hoffmann et à droite, nous avons Denis Rougeoreille. Ouais, 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 ouais. Anne, voilà, qui était toujours présent partout, qui était vraiment un mordu, pas spécialement un skater, hein, mais toujours présent sur les événements. Voilà. Et alors, celui qui est avec la moustache, là, presque au milieu de la photo, c'est qui? Et ben, je pense que c'est un des organisateurs. Voilà, parce Il que ressemble à Gabi Bress, non? Mais c'est peut-être pas lui. non, c'est pas Gabi. Gabi est arrivé un petit peu après. Non, c'est Il pas arrive lui. après. Ok, Je ne saurais dire. Voilà. ok. Donc voilà, c'était juste pour situer et pour dire que bah, pratiquement tous ces gens-là, on les a déjà tous reçus. Là. Gérard, il est venu. Ah ben c'est tout en fait. Oui, Mais bon, mais bon, oui. ils font partie de la liste Ils des gens sont pas qui vont tous, ils venir. sont pas tous sur la photo. Il manque José, il Ouais. manque Patrice Almuzara, il manque Rémi Dessouliers, c'est voilà, bon, enfin, qu'importe. Et donc, suite à cette sélection, où j'avais fait un score qui n'était pas négligeable, le producteur a décidé, pour comment dire, accentuer l'effet spectaculaire du skateboard qui commençait à s'élever vers les hauteurs et s'affranchir du plat et du slalom, à mettre les deux fameux rampage. C'est-à-dire ces deux parois face-face avec 2 mètres de verticale et au total, ça faisait 4 cassures avec un petit arrondi assez sec et sévère. Quand on passait dessus, ça faisait balam, 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 balam. C'était quelque chose d'assez terrible. C'est des panneaux qui avaient été utilisés pour la première du film Skateboard américain sponsorisé par Sims qui avait fait une soirée spécialisée avec Europe 1, me semble-t-il, au Grand Rex de Paris. Donc ça avait servi au Trocadéro pour promotion de ce film. Et donc ça a échoué forcément au stadium parce que c'était le seul lieu de stockage et qui développait la pratique. Donc c'était intéressant de l'avoir sur place. Mais c'est vrai que hormis Stacy Peralta qui était une démonstration, qui arrive à sortir 3 roues là-haut, ou comment dire, Alexis Le Pester qui était très doué, qui était un des seuls à pouvoir grimper assez haut. J'étais pas mauvais, j'arrivais quand même assez haut. Et ils ont rajouté ça pour le côté spectaculaire. Et grâce à ça, eh ben, j'ai remporté le challenge et j'ai été choisi pour l'émission. Voilà, Alors, donc là, on regarde. voilà, Donc, l'avantage de cette émission, c'est que c'était en direct, tu l'as déjà dit. Donc, c'est ça. il n'y avait pas de montage, on ne pouvait pas récupérer ce qui se Rien, faisait, ça se faisait. Si tu rien, tombais, tu tombais. Et puis c'est voilà, ça. quoi. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le parcours, il y avait un chronomètre et c'était maximum 5 minutes. 5 minutes. Dès l'instant où je ratais une des 4 épreuves du parcours, le chronomètre s'arrêtait et je reprenais au départ, jusqu'à que les 5 minutes soient écoulées. Si elles étaient écoulées, ben malheureusement, le duo tête et jambes, donc moi-même, étions éliminés et la semaine suivante, il passait à un nouveau duo sportif et culturel. Voilà. Oui. Alors, avant de parler à l'émission, donc, c'est de ma faute, je t'ai un peu coupé, mais bon,
tu expliquais comment de 5-6 personnes, comment donc le producteur a demandé une liste de 5-6 personnes. Vous vous êtes retrouvés et vous avez quoi? Vous avez fait une sorte de compétition, vous avez discuté du programme. Je veux dire, comment le producteur a décidé que bah, c'est toi qui allais le faire et pas les autres? Eh bien, comme nous avions longuement débattu sur place pour créer le parcours le plus pertinent possible en fonction des contraintes de l'émission, nous avons chacun fait nos passages, chacun en fait 2 ou 3 passages, et le meilleur était retenu. Hein. Et quand ils ont rajouté ces 2 parois-là, ben, je l'ai remporté au la main parce que j'étais à l'époque un des skateurs les plus polyvalents. Voilà, ce qui fait que ben, j'ai été tout de suite sélectionné pour participer à cette émission. Bon, je vous dis pas le stress parce que indirect, se retrouver là devant des millions de téléspectateurs, avec la charge morale de représenter le skateboard national, c'est un peu stressant, j'avoue. Hein, j'avoue, c'était aussi ma première télévision comme ça en direct, puisque hormis les reportages que nous avions fait chez Banzai auparavant, mais là l'enjeu était assez fort, quoi. Donc, comme on dit, j'avais un peu les jambes de laine, quoi. Voilà. Et donc, suite à ça, ben, j'ai été convoqué à nouveau sur le site pour régler tous les détails techniques, c'est-à-dire le positionnement, les prises de vue, les essais pour les caméras, les prises de son. Voilà. Et donc, j'étais comment dire, en compagnie de l'animateur célèbre et mondialement connu du football à l'époque, hein, qui était Thierry Roland, qui gérait l'animation. Tout à fait, Thierry. Voilà, tout à fait, Thierry. Nous étions pour ceux qui connaissent pas la petite histoire. Nous étions deux Thierry sur le plateau. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Mais c'était quelqu'un de très sympathique, hein, qui a complètement halluciné de voir le skateboard comme ça, sur cet angle-là, et non plus en tant que loisir, quoi. Voilà. Thierry Roland. D'ailleurs, il me devait une bouffe, hein, mais malheureusement, bon, j'ai pas relancé, les années sont passées, et puis il est décédé aussi, hein, donc le temps passe, c'est comme ça. Alors donc, vous avez décidé, enfin c'est eux qui ont décidé d'une date. Donc vous avez fait des entraînements, des répétitions, des choses comme ça, j'imagine, non? Parce que même si surtout si c'est en direct, j'imagine qu'il doit y avoir des repérages, des choses comme ça. C'est ça. Alors, ils mettaient des petites pastilles de couleur un petit peu partout. Déjà là où, quand on a voulu voir la photo, Thierry et moi, au sol, il y avait des petites pastilles orange. Il fallait qu'on se mette pile dessus pour le cadrage. Voilà. Bon, j'ai une anecdote parce que j'ai quand même fait 3 soirs d'entraînement pour le cadrage, pour la technique, pour la mise en place logistique. Et le saut en longueur se faisait dans la largeur, hein, de la piste, et j'avais pas assez de prise d'élan, et ce qui fait que je suis parti tout était entouré de balustrades, hein, comme pour les patinoires à glace actuelles. Hein. Oui, on voit les balustrades derrière. Non, ah non, ça c'est les gradins, qui sont. Il y avait les gradins, bien sûr, autour, hein, en deuxième plan. Et en fait, je me suis retrouvé le souffle coupé, à cheval sur la barrière, hein, et mon pied a tapé d'une force incroyable, a quitté ma planche et sur le bas de la rambarde. Ce qui fait que j'ai été accidenté. C'est-à-dire que la première phalange de mon gros orteil est passée par-dessus la deuxième. Imaginez le choc. J'avais carrément la pointe de ma basket qui était relevée, quoi. Voilà. Donc, j'ai fini à l'hôpital Necker. Ils m'ont emmené directement. Et là, les docteurs n'avaient jamais vu ça, quoi. Comment dire, un os qui passait par-dessus l'autre. Et ils m'ont laissé tremper. Ils ont essayé de le remettre en place. Ils ont tiré dessus. C'était à 3. Je souffrais. C'était pas possible. Ils n'arrivaient pas à le remettre en place, hein, face, hein, les os en connexion. Et ils m'ont laissé pendant 4 heures le pied dans une solution à tremper pour ramollir tout ça. Et puis, quand le gars est arrivé, bon, allez, on y va. Il a tiré, ça a fait cloc et c'est revenu. Oui. Bon, après, ça a été un petit peu un handicap pour moi parce que j'avais quand même. C'était gonflé, quoi. Hein, c'était congestionné, voilà. Et la semaine suivante, il fallait attaquer le premier direct. Wow, donc une semaine après, il fallait y aller. Donc tu as fait toute l'émission avec une douleur au pied, avec un orteil qui était gonflé, c'est ça? C'est ça. Wow.
Voilà. Alors après, pendant les préparatifs, à un moment donné, le jour J, on va dire, le jour J, il fallait que je vienne 4 heures avant pour les derniers préparatifs. Mais je m'attendais, là, c'est mon premier direct, vous êtes en train de m'épuiser, épuiser mes forces, et c'est comme ça que je t'ai contacté, Xavier, pour venir faire le remplaçant, parce que pour eux, ils se basaient sur des records, en fait. Il fallait décider des bonnes hauteurs, des bonnes longueurs à choisir, sachant que si je pouvais aller en 4e semaine, il fallait que ça soit tellement phénoménal que ils avaient calculé que si je faisais 2 semaines, c'était bien. 3, ce serait exceptionnel. 4, ce serait carrément incroyable. Ah ouais. Donc, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de quiproquo, il fallait mettre déjà la barre assez haute dès le départ. Mais comme je l'ai précisé, c'était une des premières Coupes de France. Les premiers records commençaient à tomber. Le premier réalisé avait été fait par Patrice Elmusera à Sarcelles au mois de novembre l'année précédente. Et là, je me suis retrouvé avec une barre à 1m20, 1m15 pour démarrer, quelque chose comme ça. Et vite, je suis monté à mon record personnel qui était 1m22. Alors, la première semaine, j'ai dû faire un seul rattrapage. Hein, donc, c'était la tête avait répondu aux 6 questions. Donc, ça s'est très bien passé. Et alors, là, exceptionnellement, et j'ai eu la chance, parce que ça tombait, donc là, c'était fin avril, ça tombait le 1er et le 8 mai. Donc, c'était des jours fériés. Et là, il n'y avait pas de direct. Donc, pendant 2 jours d'affilée, j'ai tourné la 2e émission et la 3e émission, qui auraient été en différé, mais dans les mêmes conditions que le direct, bien évidemment, que le téléspectateur ne soit pas trompé et que ça fasse comme un vrai direct. Donc, s'il y avait une faute, il n'était pas question de gommer et de refaire la scène. C'était exactement les mêmes conditions. L'avantage pour moi, c'était de me voir à la télévision. Voilà. Ça, c'était quoi, bien évidemment. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme on a maintenant, il n'y avait pas de. On n'avait pas de tape recorder, de VHS, tout ça, ça n'existait même pas. On n'avait rien du tout pour enregistrer les émissions. Une fois que c'était en direct, c'était fini, on ne pouvait plus l'avoir. Voilà. Là-dessus, bon, à la fin de l'émission, j'aurais dit, mais attendez, est-ce qu'il y a moyen de récupérer un enregistrement? Et bon, j'étais tombé sur des gens assez pas sympathiques. Ils m'ont dit non, on n'enregistre rien. Alors, c'est faux parce que plusieurs années après, ma maman a fait la démarche auprès de l'INA et en tant que participant, j'ai eu le droit d'avoir une copie de la VHS. Voilà, ce qui fait qu'on a pu voir la petite vidéo tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc là, je m'échauffais, je me préparais psychologiquement à passer cette barre qui était déjà haute parce que là, cette séquence, c'est la dernière semaine. Imaginez que je suis arrivé quand même en dernière semaine où j'ai battu le record de France, d'Europe, j'en sais trop rien, mais probablement, et officiellement record du monde. Voilà, parce que ils se sont renseignés par rapport aux États-Unis, et effectivement, j'avais pulvérisé le record du monde. Voilà. Et je rappelle quand même qu'on est en mai 78. Les records, après, ils ont explosé, la technique s'est affinée, s'est développée, voilà, et ça a progressé à une vitesse incroyable. Donc cette barre. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Pascal et je sais qu'elle nous suit tous les tous les samedis depuis le début, 7 ou 8 semaines. Mais surtout, merci parce qu'elle était là également. Je crois qu'elle habitait elle habitait à côté, non? Et elle venait à chaque fois qu'on avait des entraînements au stadium, elle était là avec nous. Donc, merci Pascal, parce que tu nous as vraiment aidé, Thierry, en étant là et en nous soutenant, quoi. Voilà. C'est ça. Puis d'ailleurs, il y a une photo qu'elle a prise. Et là, Pascal, je l'en remercie infiniment. Une photo de toi qui était là en train de m'encourager, qui était en train de pousser ton fameux et légendaire cri d'ours. Si tu pourras la passer ensuite. Oui, voilà. J'ai une photo quelque part, il faut que je la trouve. Alors attends. Voilà, et c'est Pascal qui l'avait prise durant les échauffements avant le direct. Voilà. Alors attends. C'est pas cette photo-là, j'ai une autre photo. C'est une photo en noir et blanc où on est dans les gradins tous les deux. Oui. Alors attends. Et elle est dédicacée à son dos de cette chère Pascal, voilà, que j'embrasse aujourd'hui. Voilà.
Ouais. Et alors, il y a une autre photo de cette série, il faut que je la retrouve, où on te voit toi, on me voit moi, et on voit Pascal sur la droite. Donc, c'est une photo qui a dû être prise par quelqu'un, quoi. Oui, 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 Il oui. faut que je la retrouve dans des. Et le problème, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit tout le temps, quoi. C'est que on n'avait pas de, on pensait pas à prendre beaucoup de photos parce Ben qu'on non, on pensait pas que ça allait devenir aussi important et on pensait pas que 30 ans après, on allait encore en reparler, quoi. Mais on est vraiment ravis et moi, j'ai des très très bons souvenirs de Pascal qui était là et qui nous aidait tout le temps, enfin qui nous soutenait moralement, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que les photos, ben, aujourd'hui, les jeunes, ils ont une chance incroyable parce qu'avec les moyens technologiques, tout est facile. Ils ont des webcams et tout, ils se revoient, ils se corrigent, ils progressent, ils échangent. Enfin, on n'avait rien de tout ça, donc c'était vraiment les balbutiements, hein. Voilà. Donc, bah, je suis quand même arrivé donc en quatrième semaine, et là, bah, la production commençait à se poser des questions. Ils se sont dit, il a menti sur ses performances, c'est pas possible, il doit se droguer, voilà. Non mais c'était un truc de fou. Et c'est pour ça que tu avais été très utile puisque quand tu faisais les parcours d'essai avant le direct, ils se sont rendus compte que c'était que, voilà, à ton niveau, c'était quasiment ce que je faisais, c'était assez exceptionnel et que Ouais. voilà, il y avait une différence assez Ouais. importante. Donc moi, ce que j'ai servi à deux choses. D'abord, il y avait les repérages. Donc Ouais, effectivement, c'est que c'était complètement ridicule de te faire faire des repérages pendant une demi-heure avant l'émission, parce qu'effectivement, c'est bien, ça fait de l'échauffement, et c'est bien de s'échauffer avant de faire quelque chose, mais aussi il y a la fatigue qui vient. Donc si tu t'échauffes de trop, parce que ils te font répéter, parce que la caméra est pas au point, parce que la lumière marche pas, parce que le son ne marche pas. Il faut se rappeler que tout ça, c'est en direct, hein. Donc, il faut répéter avant, hein, un petit peu comme nous on fait, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est Avec ça. Thierry, 10 minutes avant, on est là et on discute tous les deux. Alors, comment on va faire, quelles questions on va poser, quelles images on va passer, etc., etc. Et cetera. Et une fois que c'est en direct, on peut plus. S'il y a quelque chose qui se passe mal, ben, tant pis pour nous, quoi. Donc, toujours ce qu'on fait, c'est que avant, on répète, donc il y a un parcours, c'est le même parcours que toi tu faisais, quoi. Et donc c'est Thierry qui a demandé au producteur, il a dit mais moi c'est bien, je veux bien le faire, mais il faut si ça doit prendre du temps, il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse à ma place. Donc ça c'était la première chose, de pouvoir faire tous les repérages. Pour que les caméramans, c'était des caméras énormes à Ah l'époque, ouais, hein, ouais, c'était pas des c'était, petites, c'est des caméras qui pesaient, je sais pas, 80 kilos, on se rend pas compte de la taille des caméras à l'époque, parce d'ailleurs, que il y a une c'était dans photo là. les. Il y a Il y une a une photo photo quelque part, oui, il faut que je la trouve. avec une Alors attends, caméra, voilà, près du Rampage, il me semble, voilà, oui, je vais la chercher. le Rampage Et de France. donc, ça, c'était la première chose. Et puis, effectivement, la deuxième chose, effectivement, c'est que toi, tu étais vraiment meilleur que moi, surtout pour le son en hauteur, etc. Et donc, exactement ce que tu viens de dire, quoi. Donc, il voulait voir si quelqu'un d'autre pouvait passer certaines hauteurs ou pouvait faire le parcours à une certaine vitesse. Et comme moi, j'étais moins bon que toi, effectivement, et j'étais bon quand même, mais bon, ça leur faisait une mesure pour dire ah bah oui, bon, bah, Xavier il peut le faire, mais il peut pas sauter aussi haut, ou il dérape un peu dans le slalom, ou il peut pas monter aussi haut sur le rampage. Et puis bon bah moi j'ai aidé un peu aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai le souvenir de cette barre de son hauteur qui était une barre en acier. Quand elle tombait, ça faisait un fracas incroyable. C'était déstabilisant au possible dès que ma fesse la frôlait, quoi. Je précise quand même qu'à ce moment-là, le son hauteur était assez balbutiement. On va dire oui, mais bon, c'était pas extraordinaire au niveau de tes scores. Seulement, on était dans les tout début. C'est ça, ce qui revient à dire que c'était du saut à pieds joints, à petite vitesse. Par la suite, on s'est rendu compte que, surtout les compétiteurs de Chambéry, que plus on prenait de vitesse, plus on s'envolait haut. Mhm. Ça, nous, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'on arrivait à Très petite doucement, vitesse ouais. devant la barre et on faisait un saut vertical. Ouais. Et voilà, et voilà, et voilà. On n'avait aucun recul, aucune référence. Mais c'est ça le skateboard. C'est toujours l'évolution de la pratique, le perfectionnement, et puis évidemment le transfert de toutes ces connaissances aux autres pour faire avancer la
pratique, hein, dans quel domaine qu'il soit, quoi, hein. Alors, j'ai retrouvé la photo. Donc, là, on voit toi qui est en train de passer une barre. Et Ouais, puis, la taille de la caméra, on voit pas très bien parce qu'il y a une personne devant quand même. Mais ouais, bon, c'est pas des petites caméras, c'est des trucs énormes. Parce que maintenant, on a des caméras qui sont grandes comme ça, quoi, qui sont montées sur des. c'est C'est ça, pas c'est des ça. sortes de drones, mais bon, qui volent, quoi, tu vois. Mais Euh, il y avait les écrans à tube cathodique un peu ouais, partout posés par terre, quoi. Voilà. Donc, ouais, ouais, il des fallait que écrans de contrôle. ça, on le voyait pas durant l'émission, il fallait que je passe par-dessus les câbles, hein. Ah, C'était il y un avait peu. des câbles partout. Il y avait Ah des oui, oui, câbles oui, oui, partout. oui, Ouais, ouais. c'était assez compliqué. Alors, durant le fait, comme je vous dis, les premiers 8 mai, c'était en différé, mais moi, ça m'a permis de rejoindre la Foire de Paris, où un des tout premiers grands beaux rampages en forme de U avait été installé et fabriqué par Gérald Musara sur le stand à côté d'Europe 1. Et était arrivé en France un skater, comment dire, très sympathique, avec un très très bon niveau, et qui m'a appris américain, donc du team Maca, un team Mhm. pionnier, qui s'appelait David Ferry. Oui, David Et, Perry. ouais, et qui m'a fait découvrir et qui m'a expliqué la technique de l'aérial et du rock-walk sur les parois, hein, c'est-à-dire faire des dérapages toute la largeur en chassant la planche vers l'arrière. C'était un gars extraordinaire, mais il était complètement halluciné et étonné de voir autant de gens venir me voir, me demander des autographes. Il me dit, mais qui c'est ce Français? Il dit, nous, la supériorité américaine, comment ça se fait que lui, là, petit Français, il soit aussi connu, célèbre. Et il m'avait surnommé Television Man. Television Man. Et j'avais été, voilà, le fameux Rampage qui était, voilà, Et on voit les câbles aussi, là. ouais, Là, ça c'est des images en direct, mais si on a vu, on s'en rend pas compte quand on regarde en direct, mais maintenant que tu en as parlé, on a vu les câbles très rapidement. c'est Voilà. ça. Alors là, c'était, je me préparais au saut en longueur, hein. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de prise d'élan. Alors déjà, le sol était glissant, il fallait bien que la chaussure accroche sur son revêtement. Mais honnêtement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais il manquait facilement 2 pas d'élan, hein. Et à l'arrivée, ben, je m'affalais, ils avaient quand même sécurisé suite à mon accident. Voilà, bon là, je me suis ramassé, mais je m'affalais dans une montagne de Ah, il y a des cartons cartons, ouais, on voit les pour le cartons. choc, quoi. Le nombre de fois que je les ai explosés, je vous dis pas, hein. Donc là, Ah, j'avais ça franchi. discute là, ils discutent là, ils sont pas Ah d'accord. oui, Ah, il y a le replay là. Alors attends, voilà, attends. là c'est le dernier passage, hein. C'est dommage qu'il n'y a pas le son parce que je n'arrive pas à passer le son. Mais ils sont Voilà. en train de se disputer là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il fallait que la planche franchisse aussi la deuxième série de lignes au sol pour valider le saut, hein. Ouais, ouais, C'était ouais, 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 dans tout les à fait. règlements de Donc là, on va la voir si c'est fédé. passé ou pas. Là, il fallait franchir les 3 mètres. Oups. Et là, il fallait pas que je touche le sol avant, quoi. Donc, et voilà. Et donc Et là, c'est passé. c'était pile poil, pile C'était poil, pile poil. juste. Mais effectivement, il me manquait un pas Ouais, d'élan pour le franchir ouais. correctement. C'était, Donc là, moi j'ai le son, on entend Thierry Roland qui dit oui, c'est au-delà de la ligne. Et il y a tous les gens qui applaudissent et derrière. Ah voilà, ben, là, on voit là, gagner. Voilà, On voit Pascal, on voit on te voit en Pascal. train Ouais. de tous les supporters. Mais vraiment, il y avait une ambiance de dingue, hein, des hurlements, des cris. Enfin, c'était même Thierry Roland, ça le faisait marrer parce qu'il y avait une ambiance de fou, quoi. Tout le monde hurlait là-dedans. C'était un boxon pas possible. Mais c'était génial, quoi. Bon, c'est un très très bon souvenir, hein. Mais j'avoue quand même qu'à 2-3 moments, j'ai failli complètement décrocher tellement j'étais dépité. Imaginez quand même 6 questions fausses en dernière semaine, 6 rattrapages. Là, j'en pouvais plus. C'était au-dessus de mes moyens. Donc là, Gilda, c'était Ouais, très 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 hautain, très très sérieux. ouais. Même Complètement différent de Canal Plus après. Ah oui, oui, complètement, complètement. On aurait dit que c'était son argent personnel qui aurait été reversé. Voilà, ça en était à ce point-là. Bon, alors j'ai su que s'il avait décroché le téléphone, ben, j'aurais jamais remporté la prime, quoi. Et une prime, à l'époque, c'était 100 000 francs à se partager en deux avec la tête. Bon, ben, Ouais. pour lui, ben, c'était tout bénef, hein. Pour moi, c'était amplement mérité. Voilà. Et s'il avait décroché le téléphone, c'était non. C'était non. Donc ça je l'ai su par un ami de ma mère qui était caméraman et qui lui a dit voilà, qui lui avait annoncé ça. Et donc le résultat, le verdict a été annoncé parce que l'antenne 2, ils ont délibéré durant la semaine pour savoir si
ils allaient accepter que je sois vainqueur de l'émission. Et Alors pourquoi ils ont hésité? C'est à cause du dernier saut qu'on a vu ben là? c'est C'était ça, pas c'est assez ça. juste? C'est Ah, ça. Et deuxième point, avec le matériel que j'avais sous les pieds, je pouvais pas franchir la dernière ligne de couleur qu'ils avaient mis sur le Rampage. Moi, j'avais trouvé la solution, c'était en prenant quelques pas d'élan pour grimper d'une paroi à l'autre, mais j'étais crevé, c'était hyper dur quoi, ouais. d'enchaîner autant comment dire, de disciplines les unes après les autres. C'était tendu quoi. Après un son hauteur, attaquer ce monstre de bois. Bon, voilà, bon, ce qui fait que ça m'a rendu grave célèbre. Hein, même dans le métro, dans la rue, les gens m'arrêtaient, même chez mon médecin, les autographes partout, les démonstrations, des remparts humains partout. J'ai des amis qui m'ont accompagné, ils m'ont dit mais c'est incroyable, c'est pire que Claude François. Les gens voulaient s'arracher même des bouts de mes vêtements pour garder un souvenir. J'ai vécu des trucs complètement affolants. Mais Ouais. même avec Patrick Topalov, quand on faisait des tournées, il n'en revenait pas qu'un garçon comme moi dépasse sa T'étais propre plus connu que Patrick Topalov. ouais, carrément, quoi. C'est qui Bon, le gars qui chante à côté de Thierry là? voilà, le fer était chaud, mais bon, j'ai profité, mais n'ayant aucune connaissance, aucun accompagnement, pas de coaching ni rien, j'étais livré à moi-même plus ou moins. Bon, j'ai suivi le mouvement, ça a été quand même très rapide. Je ne vais pas me plaindre, j'en ai bien profité, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est sûr que vraiment, parce qu'on en parle avec 40 ans de recul là, mais il faut s'imaginer que c'était énorme parce que c'était, on le rappelle encore, c'était le plus gros score télévisé en direct à l'époque. Il y avait jamais eu autant de téléspectateurs qui ont regardé. C'est Et ça. il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait que deux chaînes. Donc Trois. il y en avait trois. Ok. Ouais, Donc, mais il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi. C'est pas comme aujourd'hui où il y a c'est ça, c'est ça. 50 chaînes et il n'y a plus personne qui regarde. Enfin bon. Et C'est puis c'était en direct. Donc il fallait y être ou il fallait pas y être. ça. Il y avait pas de différé, quoi. Ou tu regardais ou tu regardais pas. Et puis alors la dernière émission, comme ça a monté au fur et à mesure, parce que effectivement tout le monde disait ouais tu fais des trucs de plus en plus difficiles, quoi. Tu sautes de plus en plus loin, tu sautes de plus en plus en haut, le rampage c'est de plus en plus haut, donc tout le monde attendait et la dernière émission, c'est pour ça qu'il y a eu une audience absolument incroyable, qui a été l'une des plus grosses audiences de la télévision française. Ah ben, Ça a été d'ailleurs un des critères du fait qu'ils acceptent de nous déclarer vainqueurs. De plus, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait rien. Ils ont reçu, c'est ce que m'avait dit la production, ils m'ont envoyé une enveloppe craft avec, je sais pas, une centaine de lettres qui venaient de partout, même y compris de Tunisie, de téléspectateurs, de tout. Quoi. J'avais des propositions, des jeunes filles aussi. Enfin, c'est plaisant, c'est génial. Et ils m'ont dit, on ne voit pas tout parce qu'il y en a, je ne sais plus combien de kilos, il y en avait une palette. Quoi. Jamais ils ont reçu autant de courriers à la chaîne. Quoi. oui. Alors donc tu vois, on a la confirmation de Denis qui nous dit que il a vu la permission de regarder, parce que ça a commencé à quelle heure? Ça a commencé à 8 heures ou 9 heures, c'est ça? C'était assez tard. Hein. Ouais, c'était proche de 21h. Enfin, c'était plutôt à l'époque 20h30. Hein, Ouais, c'est ça. Après les news, quoi. Ouais. C'est ça, après les informations de la télévision. Et ça durait, je crois, jusqu'à 22h maximum. Sauf que moi, ça a duré jusqu'à 23h passées. Quoi. Ouais. Philippe Gina, ça demandait un passe-droit à la chaîne parce que les standards explosaient. Ils se sont dit, mais on n'a jamais eu autant d'audimat, on ne peut pas passer l'émission suivante, on va rester sur la tête et les jambes, sur Thierry Lupin et ses records. Quoi. Ouais. Alors donc après, tu disais que tout le monde te reconnaissait dans la rue, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que nous, on n'était pas coachés au niveau que faire avec ce public qui te connaissait, quoi. Oui, c'est ça. Bon, j'avoue que j'ai été sollicité quand même de partout. Ouais. Mais voilà, moi j'étais skateur, je skatais pour le plaisir et j'étais pas, comment dire,
artisan de ma propre carrière. J'allais pas devoir gérer tous les aspects logistiques, financiers, pratiques. Il me fallait un coach, et c'est comme ça que j'ai rencontré Alain Haas, qui m'a fait rentrer au team Santana France, qui était quand même une marque américaine assez ancienne, des pionniers aussi. Et j'ai accepté volontiers parce qu'il y avait quand même pas mal de challenges à relever, de démonstrations de programmer, de tourner, et c'est tout ce qui me faisait plaisir, moi, parce qu'après, c'est vrai que personnellement, j'étais beaucoup plus frileux à la compétition, c'était vraiment pas mon truc, c'était plus le skate de rue, le côté spectacle, la démonstration, les défis personnels entre potes. C'est comme ça qu'on progresse le plus rapidement plutôt qu'en compétition. Bon, après, chacun son truc, on peut pas, il en faut pour tous les goûts, mais voilà, j'étais plus attiré par cet aspect-là du skateboard, le côté freestyle, street. Alors, revenons juste pour terminer avec la tête et les jambes. Donc, ils ont arrêté la tête et les jambes après ton émission, ou il y a eu deux, trois autres Alors, émissions après ça a été l'avant-dernière. Donc, franchement, j'ai l'avant-dernière? eu une chance incroyable d'y participer pour la reconnaissance du skateboard en France, parce que suite à cette émission-là, les ventes ont explosé. Le Ouais, skate, j'imagine. c'est parti, mais en flèche, puissance 10, c'était incroyable. Même Banzai, je l'ai su par Paul Herry, le concepteur des planches moulistes de l'époque, il me disait, suite aux émissions de Anne Gaillard qui disait que le skate était dangereux, qu'il fallait l'interdire et tout, ça a complètement coiffé tout le monde au poteau, et les ventes sont remontées de plus belle. Des magasins ont vu le jour, c'était phénoménal, quoi. Voilà. Ok, Quoi dire très bien. de plus suite à ça, je suis parti dans plein de tournées, j'ai fait plein de choses derrière, et effectivement, c'était ce qui m'allait le mieux, quoi. C'était génial. Mais la ferveur retombe vite, dès l'instant où Ouais. on n'entretient pas son image, le fer est chaud, et si on le laisse pas, si on le laisse refroidir, ça tombe très vite, ça tombe très vite. Mais, Oui, mais, alors, mais je pense, mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai tellement marqué les esprits avec ça, que même encore aujourd'hui, les anciens, des gens de ma génération, peut-être un peu plus jeunes, se rappellent. Et que, ah oui, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà. Bon. alors, qu'est-ce qui se passe quand on est extrêmement célèbre comme ça, dans toute la France, que ta photo est partout, et puis assez rapidement, plus personne se souvient de toi, uniquement nous, entre nous, parce qu'on était copains et tous les gens qui faisaient du skate, quoi. Mais ça, est-ce que c'est difficile à vivre ou pas? Quand on Ben, passe un peu dans l'oubli, quoi, de devenir comme ça, de quelqu'un de connu dans la France entière, et un an ou deux ans après, tout est fini. c'est vrai que c'est une sacrée remise en question, parce qu'à un moment donné, c'est tombé, on va dire, en même temps comme le skate est tombé, la chute de l'effet mode, on va dire, parce que ça, c'était ce qui était le moteur principal du skateboard. Ça a été considéré plus comme une mode du moment. C'est retombé, les magazines ont disparu, les magasins ont fermé les uns après les autres, il y a eu la saturation des marchés, tout le monde avait donné dans le skateboard, j'avais brassé quand même pas mal de choses, et j'avais même voulu relancer la pratique avec un challenge qui me tenait à cœur, c'était de faire un Tour de France tracté en skateboard. Mhm. Voilà. C'est là qu'on s'est rendu compte que le skate était passé non seulement de mode, mais d'intérêt auprès des financeurs, des sponsors. Puisqu'on a quand même brassé des grosses firmes, et plus personne ne voulait donner au skateboard. Nous, on a déjà donné, et puis de toute façon, c'est en train de s'essouffler, donc aucun intérêt. Donc, j'ai pas eu les financements avec les personnes qui me soutenaient pour cette expo-là, donc tracté par une moto avec toute la logistique autour, et des étapes interclubs pour valoriser aussi le local. Donc, c'était un concept assez intéressant sur 1000 km, avec le choix des tracés, des routes, bien évidemment, en fonction du revêtement. Et mes entraînements qui n'ont servi finalement à rien, à part me mettre des fourmis dans les pieds, parce que rester des heures sur un skateboard derrière une mobilette, faire les allers-retours Biarritz-Saint-Jean-de-Luz régulièrement, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut utiliser des matériaux spécifiques. Je voulais même coller de la mousse sur la planche pour éviter les vibrations, de la gomme et tout. Enfin, tout avait été réfléchi mûrement, et malheureusement, ça n'a pas suivi. Et donc là, ma notoriété est tombée en même temps que le skateboard en règle générale, quoi.
Là, il faut se remettre en question. Là, je vous dis, ne plus pouvoir, parce que moi, j'en vivais complètement. Hein, c'était, Oui. voilà, j'étais pas pro pourtant, j'étais pas pro, mais parce que bon, je vivais chez ma mère, donc j'avais aucune contrainte financière, je payais pas de loyer, mais de vivre du skateboard pour le skateboard, ça c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment, franchement, c'est génial, quoi, de vivre de sa passion. Et bon, bah, là, malheureusement, il a fallu se remettre en question et puis penser à son avenir, bah, et trouver du travail. Et c'est comme ça que j'ai rebondi sur un tas d'activités par la suite, quoi. Oui. Alors, la différence entre les États-Unis et le reste du monde en skate, c'est que les plus grosses boîtes de skate étaient aux États-Unis. Et donc, moi, je pense que tu étais professionnel, mais en fait, tu gagnais pas beaucoup d'argent. Comme les professionnels du skate ont gagné à partir des années 80, 80, 80 et 20 000. Maintenant, j'ai vu par exemple Tony Hawk. Il reçoit régulièrement, il l'a dit l'autre fois, il reçoit régulièrement des chèques de 4 millions de dollars, quoi. Donc, Oh, t'imagines, et régulièrement, tu vois. Donc, nous, 4 millions de dollars, on n'a même pas gagné ça dans toute notre vie, quoi. Et la non. différence, ben, c'est qu'ils font des planches, tu vois. S'il y avait une planche qui s'appelait Xavier Lannes ou Thierry Dupin, on aurait peut-être pu en vivre et en vivre professionnellement. Alors, professionnel, moi, je crois que tu l'étais. Mais il n'y avait pas l'argent derrière qui te permettait de dire ben, j'en vis, je peux m'acheter un appartement, tu vois. C'est des minimums, quoi, tu vois, ou une maison, tu vois, dans les Landes, ou tu vois. Parce Mmh. que tu vois, gagner de l'argent et dire bah, je gagne pas assez et je suis obligé de rester chez ma mère. Bon, quelque part, il y a un problème aussi parce que ben, on a été un petit peu dépassé par les événements et je sais qu'il y a des gens qui ont gagné plus d'argent et malheureusement, nous, on n'en a pas profité parce qu'on ne savait pas non plus ce qu'il fallait faire et jusqu'où il fallait demander, quoi, Ouais, malheureusement. bon, deux cas de figure. Moi, c'est vrai que personnellement, j'étais pas du tout, mais loin d'être mercantile. Oui, Voilà, moi, c'était surtout le plaisir de rouler et de mettre des étoiles plein les yeux aux gens et de me surpasser. Sur cet aspect mercantile, il y en a qui ont su tirer leur épingle du jeu, en vivre correctement, tant mieux pour eux, mais il faut quand même ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, les États-Unis et la France, hein, ça n'a oui, 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 absolument rien à voir. Donc, si on avait été effectivement, comme tu dis, dans un système plus à l'américaine, je pense que même encore aujourd'hui, peut-être que je toucherai des dividendes. Je des n'en sais rien, royalties, oui, je oui, spécule, mais véritablement, quand je voyais, nous, on faisait venir des teams américains pour faire les tournées ensemble. Donc là, c'est les Américains aussi que j'ai coiffé au poteau par rapport à ma technicité, ma pratique, mon niveau de pratique. Et pour eux, pareil, ils arrivent en terrain conquis, ils sont suffisants. On va montrer à ces bouseux, à ce petit pays, ce que c'est que le skateboard. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis quand on arrive sur le terrain, et puis que tu commences à enchaîner, et puis que tu as le public qui te tombe dessus, ils comprennent pas. Et après, il y a une marque de respect qui se crée, des amitiés. Voilà, ça change complètement la donne. Mais quand tu penses que eux, ils touchaient des cachets de 10 000 dollars, tu fais waouh. Alors que toi, pour avoir tourné 6 mois, tu touchais 10 000 francs, ce qui est complètement ridicule, quoi. oui, oui, Mais oui. Ah, on était un peu au SMIC, non? Peut-être un petit peu ah bah, mieux au SMIC, mais Le SMIC était à 1200 francs à l'époque. Vous voyez, ouais. 1200 francs, qu'est-ce que c'est, hein, on ne peut pas comparer avec l'actuel, avec l'euro, parce que Non. ce serait dérisoire. Mais c'était quand même des sommes assez conséquentes, quoi. Oui, oui, Je le oui. trouve, hein, comme le SMIC actuel en euros, c'est quand même le minimum vital. C'est le minimum vital, oui. Pas Oui, donné mais tu vois, le SMIC, c'est bien parce que ça t'aide, mais ça ne te permet pas d'acheter un appartement, tu vois. non, du tout, du tout, du tout. Ou d'acheter Voilà. une voiture, tu vois. Si tu es au SMIC, comment tu peux acheter une voiture, tu vois? Ça, C'est ça, quasiment impossible, quoi, tu vois. C'est ouais, vraiment fait pour survivre. Tu vois. bien sûr, bien sûr. Alors bon, j'ai été aussi, comment dire, niveau fédération, un petit peu. Voilà, pour eux, j'étais pro et il n'y avait pas de catégorie professionnelle en compétition en France. Mais Ouais, comme je c'était dis, interdit, ouais. moi la compétition, attends, voilà. Donc, ils voulaient récupérer mes gains, alors que c'était complètement aberrant, parce que ce n'était pas de l'argent gagné par rapport à des démonstrations ou du sponsoring, c'était un jeu télévisé, donc c'est pas imposable. Et le garder chez un notaire jusqu'à ce que je devienne professionnel. Bon,
Je dis, ah ben non, non, stop, ça s'est pas fait. Mais parallèlement, quand je ne citerai pas de nom, il y en a qui avaient des contrats et qui avaient des choses à leur nom et qui se faisaient effectivement leur beurre, entre guillemets, ben, comme tout un chacun, hein, voilà, que ce soit aussi bien les revendeurs, les fabricants, tout le monde a pris sa part du gâteau. Mais moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là, quoi. Donc, il y a certains aspects des choses qui m'ont un petit peu refroidi. Hein. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais sachant qu'on ne peut pas jeter la pierre ni lancer des critiques. Il faut rester objectif dans la mesure où, comme je le dis une fois encore, tout était à inventer, à cadrer, à organiser. Moi, j'ai jamais eu de différend avec qui que ce soit, encore moins avec les personnes de la fédération. Je leur tire mon chapeau. Ce sont des personnes qui ont donné de leur temps, qui ont œuvré, qui ont fait des déplacements, qui se sont investis. Aujourd'hui, grâce à eux, moi j'ai envie de le dire, hein, et c'est vrai, le skate n'en serait pas arrivé là où il en est. Hein. Eh ben, très bien, ben, merci Thierry. Donc c'était vraiment une page absolument extraordinaire de l'histoire du skate en France, parce que il y a des millions de personnes qui ont regardé l'émission et par la suite, donc ça a fait, pardon, un courant pour le skate absolument extraordinaire. Malheureusement, ben, tout est retombé un petit peu après, mais bon. À l'époque, c'était absolument extraordinaire. Donc voilà une page du skate français. Énorme, dit Thierry, dit Denis. C'était vraiment énorme à l'époque, quoi. Donc, ben, nous, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il va être 18h, 19h, il va être 19h. Donc, oui, merci pour tous ceux qui ont participé et qui ont mis des commentaires. Ceux qui vont regarder en différé, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent en différé, ben, bonjour à tout le monde. Encore une fois, joyeux anniversaire à Thierry. Il va merci, je sais pas s'il va nous dire... merci. Je sais pas s'il va nous donner son âge, mais bon, en tout cas, c'était son anniversaire. Donc, on voit lui des bougies et puis des skateboards ou quelque chose, quoi. Des messages sur Facebook. Ouais, c'est pas l'âge qui compte, hein, c'est ce qui est dans la tête. Ouais. Et c'est surtout, ne pas se laisser abattre, garder la forme. Et pour cela, avoir des passions, de l'activité et des projets. Et c'est ce qui nous tient vivants. Et pour moi, mon moteur, c'est transmettre et c'est le partage. Et je vous remercie tous d'avoir écouté ça. Et je vous dis au plaisir. Voilà. Et c'est vrai que les anciens me gardent aussi quelque part dans leur esprit parce que je les ai marqués au fer rouge durant cette période-là. Voilà. Merci à tout le monde, merci à Pascal, merci à Thierry. On se retrouve samedi prochain à 18h avec un invité cette fois-ci. Au revoir Thierry et bon anniversaire. Et merci encore. Au revoir.